Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Intimiste, le podcast qui vous plonge dans l'intimité des extra-humains. Ces athlètes de haut niveau, capables de performances incroyables. Alors moi je m'appelle Arnaud et je compte bien vous embarquer avec moi au cœur de ce monde méconnu. Comment vivent-ils? Comment m'aiment-ils? Comment pensent-ils? Comment luttent-ils? Et je pense honnêtement qu'ils en ont des choses à nous dire. Intimiste, c'est un épisode diffusé tous les 15 jours où on parle sans tabou de l'évolution personnelle et de l'intimité de chacun de mes invités. Un échange simple, sincère, à la fois réaliste des à côté du sport de haut niveau. Ici, pas de chrono, pas de médaille, pas de zone mixte. Imaginez juste l'odeur d'un bon chocolat chaud, une tarte aux myrtilles à la main, la cheminée qui crépite au fond de chalets de montagne virtuels. À travers les fenêtres, on perçoit la neige qui recouvre les sommets. Le décor est planté. Alors je vous laisse apprécier, aimer, commenter, partager sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Elle est un symbole de résilience, de dépassement de soi, de soif de liberté et de défi. Elle a déjoué tous les pronostics. Elle a combattu et elle combat encore avec brio toutes les épreuves qu'elle traverse. Lorsque je pense à Tiffany Huot-Marchand, je n'ai de cesse de me demander d'où elle tire toute cette force, d'où vient cette soif d'avancer. Elle est venue sur Terre pour être une championne? S'est-elle forgée avec le temps? Est-ce sa destinée? Mais ne vous y trompez pas. Si elle est avec nous aujourd'hui, ce n'est pas pour nous raconter une tragédie. C'est pour nous parler de la plus incroyable des remontées. Elle a troqué ses patins contre une volonté de faire et elle prouve, jour après jour, que tant que l'esprit n'est pas à terre, rien n'est jamais fini. Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cet incroyable et inspirant échange. Bienvenue dans le monde d'une personne hors norme. Bonjour Tiffany Huot-Marchand, je te remercie de te rendre disponible en tout cas pour échanger avec moi. Je pense que tu as un parcours qui a inspiré beaucoup de monde, une résilience qui est au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Donc j'avais souhait vraiment d'échanger avec toi sur ton parcours, ta vie, comment tu t'es construite en amont pour parvenir justement à faire toutes les belles choses que tu as réalisées à l'issue. Mais en amont, je vais te laisser la main, que tu puisses te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas pour nous dire qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu deviens, toutes ces choses-là. Je te laisse la main, on pourra après enchaîner naturellement. Déjà, merci Arnaud pour l'invitation. Donc, je m'appelle Tiffany Hulot-Marchand, j'ai 31 ans. J'ai été sportive de haut niveau pendant presque 13 ans en short track. Donc, le short track, c'est du patinage de vitesse sur glace. J'ai participé à 2 Olympiades. Donc, j'ai fait les Jeux Olympiques de 2018 à Pyeongchang et de 2022 à Pékin. Malheureusement, après ça, j'ai eu un grave accident qui m'a rendue tétraplégique. Et donc, depuis, je me suis trouvé une nouvelle passion. Je fais encore du sport, mais en para cette fois, suite à mes séquelles dues à mon accident. Et je fais donc du paracyclisme. Et quelle était ton enfance? C'était une petite fille de Besançon, c'est ça, si je me trompe pas? C'était quoi ton enfance? Ouais. Je suis originaire de Besançon, mais j'ai grandi dans un tout petit village du Doubs, donc vraiment tout petit village, moins de 100 habitants. J'ai 2 frères et une sœur jumelle, donc un petit frère, un grand frère et une sœur jumelle. Et j'ai commencé le sport à l'âge de 9 ans en club. Avant ça, je faisais uniquement du sport à l'école et dans mon village. Je faisais justement du vélo. Donc, je viens de ce petit village atypique. Tu m'as dit que tu as commencé le sport, t'as débuté par quel sport? J'ai débuté par le short track, complètement par Directement? hasard. Directement, Exactement. OK. Par hasard ou pas, hein, on saura jamais, mais il se trouve que c'est notre voisine justement qui nous a proposé à ma sœur jumelle et moi de d'aller essayer cette discipline. Et c'était la première fois qu'on allait dans une patinoire et on a tout de suite commencé par du patinage de vitesse. Ça a été un gros coup de foudre. On a tout de suite adhéré. Et la seule contrainte, c'était que la patinoire était à Belfort, donc à 1 heure de route de là où on se situait, donc 1 heure de route pour y aller, 1 heure de route pour rentrer. Donc beaucoup de sacrifices quand même pour mes parents parce que ça demandait une certaine logistique. Mais on les remercie vraiment pour tout ça parce que ça nous a conduit à de très belles choses. Et t'as accroché de suite avec le short track? Tu es monté sur sur la glace et ouais, tu ressenti quoi, en fait? Déjà l'esprit club, c'était quand même assez important puisque c'était un peu comme une famille clairement. Et puis il y avait beaucoup d'enfants de notre âge. Donc quand on n'a jamais connu le sport en club, c'est déjà une belle nouveauté. Et puis ensuite sur les sensations, comme je disais, on n'était jamais rentré dans une patinoire avec ma sœur.
Donc l'ambiance de la patinoire, le fait que ce soit aussi atypique, ça nous a vraiment plu et puis ensuite, les lames de patin, aller vite, même si au début on va pas très vite et puis la sensation de glisse, clairement. Oui, parce que quand tu débutes, les premières fois où tu mets les patins sur de la glace, tu tiens debout, avec ton jeune âge et autres, parce que tu peux pas avoir une sensation de vitesse déjà si tu tiens pas debout, tu vois? Oui, oui, mais pour le moment enfin, au début, en tout cas, c'est un peu de glisse, on marche, on s'en sort, comme on peut et puis c'est quand même assez ludique donc c'est ça aussi qui nous a plu et après de fil en aiguille, on a commencé aussi à faire des compétitions. On a aimé voyager aussi puisque le short track en France, c'est un sport qui est peu médiatisé et on a également peu de licenciés. Donc on avait quelques compétitions en France, mais rapidement on est allé à l'étranger. Donc en Allemagne, en Italie, on allait un peu partout, en Europe et ça aussi c'était un plus. Ça nous faisait manquer l'école pour aller, sur les compétitions donc ça nous plaisait aussi et puis rapidement c'est quand même devenu, une passion. Je me souviens avoir fait, des exposés, à l'école primaire sur le short track avec ma sœur. Donc on voulait vraiment, montrer notre discipline à nos camarades de classe et puis oui, après avoir, voyagé un peu partout en Europe, fait quelques compétitions à très bas niveau, hein. On a eu, les sélections, à Font-Romeu pour intégrer l'équipe de France junior. Du coup, à ce moment-là, on avait 15 ans et on a toutes les 2 été prises. Donc c'est comme ça qu'on est parti s'installer, à Pont-Romeu dans les Pyrénées, en tout cas, on est parti s'installer, à l'internat dans un premier temps. Ma sœur a fait une année en études de France junior, puis elle est rentrée en France-Comté et moi je suis restée. Alors c'est bien que tu parles justement de la partie, classe, et autres. À côté de ça, donc tu avais le sport qui prenait, j'ai bien compris, une grande place dans ta vie, en tout cas le short track. Hem, Ton enfance, c'était quoi à côté de ça? Tu as des parents qui t'ont poussé à faire du sport, à être en mouvement, à vouloir, faire autre chose à côté, en tout cas avoir des activités à côté de l'école? Non, pas spécialement. Heu, on était dans une famille quand même nombreuse, même si on a 8 ans d'écart avec mon petit frère. Au début, on était donc 3 et ensuite 4. Hem Non, pas spécialement, à faire d'autres activités. Ça nous a pas, particulièrement manqué, étant vraiment enfant avant de débuter, notre sport en club, mais on était souvent dehors. Donc on était des enfants de la campagne, à aller faire, des cabanes dans les bois, à passer beaucoup de temps à l'extérieur, à faire du vélo, à être avec les copains, copines du village et heu et on n'a jamais eu beaucoup de moyens aussi financiers. Mes parents, sont tous les 2 ouvriers, en tout cas ma mère à l'époque était ambulancière et mon père travaillait à l'usine et on était donc 4 enfants, donc c'est quand même une charge. Donc non, on n'était pas vraiment demandeurs en fait, on était, juste heureux de pouvoir vivre, à la campagne et de vivre au sein de cette famille, très aimante. En dehors du short track et du vélo, tu as jamais fait d'autres sports à côté? Après si en grandissant, En grandissant? mais plus, à l'adolescence. Comme quoi? J'ai Quel type de fait du sport? j'ai fait du trail, j'ai fait de la course à pied. J'ai fait un tout petit peu de natation, mais plus par loisir. Et après, j'ai pas trop fait de sport en club. Ça m'aurait bien plu et ça c'est encore une idée que j'ai dans la tête maintenant, mais c'est un peu les sports, de base que j'ai pu faire, après. Puis bien sûr, la musculation, et tout ce qui touchait en tout cas, au sport, en lien avec le short track, donc le roller, la musculation, la proprio, pas mal de choses, ouais. Et donc tu me disais que tu as quand même assez vite évolué, tu avais envie de performer, je ressens dans tes propos. Heu, Tes parents t'accompagnaient, faisaient donc 1 heure de route aller-retour à chaque, de plusieurs fois par semaine pour vous amener. C'était un sacrifice de leur part, ouais. Oui, oui, ben 2 à 3 fois par semaine, donc des allers-retours, sachant que souvent, c'était ma mère qui faisait les allers-retours. Elle restait pendant la pratique, donc dans la patinoire et il faisait froid. Bon, c'est une patinoire, donc elle restait sur le banc à nous regarder pendant 1 heure et demie avant de repartir et ça nous a aidés aussi puisqu'on restait quand même des enfants, des ados. Parfois, on n'avait pas envie d'y aller.
même si, c'était vraiment notre passion, même si ça nous plaisait, parfois, sortie d'école, on sait qu'on va avoir 1 heure de route, on a un peu lasse, on n'a pas trop envie de se bouger et puis, il disait: «Mais si, ça va vous faire du bien» et elle avait à chaque fois raison. Donc ça Ah nous oui, a c'est aidés plus elle aussi. qui vous poussait en définitive, c'est ça? Oui et non, parfois. Quand Parfois, vraiment OK. c'était difficile à se bouger et à se motiver, parfois, mais non, elle a toujours été très présente. Oui, ils ont toujours été très présents, mais c'est vrai que, étant donné que mon père, travaillait, bah, parfois du matin, de l'après-midi ou de nuit, c'était très compliqué pour lui, de nous emmener. Et de par ces «sacrifices» entre guillemets qu'elle faisait pour vous, de devoir vous amener autre, tu te sentais, redevable d'avoir des résultats pour elle ou tu étais pas Non, du pas tout du dans tout. cette manière de penser-là? OK. Non, non, pas du tout, c'est pas du tout des parents, qui poussent à faire du sport, qui peut être, un peu toxique. Ça va être dur. Parfois, on en voit malheureusement des parents qui Bah, sont, souvent. plus déterminés que les enfants. Mes parents, c'était tout le contraire. Je stressais beaucoup étant enfant et ma mère, relativisait surtout. Elle me disait: «Mais si tu pas envie d'y aller, on n'y va pas, sur une compétition». C'était vraiment le plaisir avant tout et je me suis jamais sentie redevable vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis, de qui que ce soit, en fait. Même, au niveau du staff après par, la suite et je pense que ça, c'est grâce à mes parents et à ma famille d'une manière générale parce que j'ai jamais été obligée et ça, c'est vraiment important. Ce qui veut dire que ton mental, ton envie de réussir, ta force en fait, tu la dois qu'à toi-même. Non, pas qu'à moi-même. Je pense que ça vient aussi de la famille. Quand je vois, typiquement mes grands-parents aussi, ont toujours été très présents. Mes grands-parents côté maternel, ils nous ont ils nous ont suivis avec ma sœur, sur les compétitions. Moi, ils me suivi aussi sur des coupes du monde. Après, ils venaient, nous voir sur des événements importants et typiquement ma grand-mère, c'est une femme très forte et je pense que c'est grâce à elle, grâce à ma mère, grâce à ma sœur. Puis bien sûr un peu aux hommes, qui partagent ma vie, mais les femmes sont très fortes dans mon entourage et ça m'a beaucoup aidée. Tu ambitionnais de faire carrière dans le patinage ou pas? Non, pas du tout. J'ai commencé vraiment à avoir envie, hem, de participer aux Jeux olympiques au moment où j'ai intégré l'équipe de France junior. Mais étant enfant, ça a jamais été un objectif, ça a jamais été un rêve. Je le disais tout à l'heure, mais moi, mon objectif premier, c'était aller, dans les bois, construire des cabanes et vivre ma vie, de la plus belle des manières en étant dehors. Donc j'avais pas vraiment, ce souhait-là, même si je regardais les jeux, même si le sport m'intéressait. Et à quel moment tu es passé professionnel alors? Alors, lorsque j'ai intégré l'équipe de France junior, un cap a été, réalisé puisque j'étais passée de 2 à 3 entraînements par semaine à 2 ou 3 entraînements par jour. Mais après, je suis jamais j'ai jamais pu atteindre le niveau professionnel puisque, on n'a pas ce statut-là en France avec, le short track. Donc c'est un sport amateur, mais on s'entraîne comme des professionnels. Et donc, j'ai commencé à m'entraîner comme une sportive de haut niveau à partir de 16 ans jusqu'en 2022, donc jusqu'à mon accident. Mais sinon, j'ai jamais été, professionnelle. Mmh. Et tu gardais, à côté une activité soit des études, soit tu bossais un peu à côté? C'était quoi ta vie à ce moment-là? Ça a toujours été très important pour moi les études étant donné que, comme je le disais, c'est un sport qui est très peu médiatisé et on peut pas reposer là-dessus. Dans un premier temps, j'ai fait mes études au lycée, donc j'ai passé mon bac, STAPS parce que j'avais envie de devenir, professeure des écoles, donc chez les tout petits, à la maternelle. Donc j'ai suivi ce cursus en éducation et motricité, pas poursuivre le cursus, qu'on attend lorsqu'on est sportif de haut niveau. Puis ensuite, j'ai continué avec, un master, mais je suis pas allée au bout puisqu'encore une fois, il y a eu, pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie, qui m'ont contraint à arrêter. Mais en parallèle, oui, ça m'arrivait, de travailler et puis, j'ai eu la chance de, d'intégrer, l'INSEP sur les 2 3 dernières années, où j'ai patiné, avec un contrat d'insertion professionnelle. Donc j'étais détachée pour m'entraîner et ça, c'était vraiment le Graal et
je serai à jamais, reconnaissante, vis-à-vis de l'INSEP pour m'avoir, proposé ce poste-là. C'est-à-dire? Qu'est-ce qui te proposait? Comment tu arrivais à en vivre finalement? Donc j'avais un salarié, c'était un SMIC tous les mois et donc j'étais détachée à 100 pour m'entraîner. Donc mon statut, c'était être sportif de haut niveau. Tout à l'heure, je disais que c'était pas professionnel, ce sport, mais avec des contrats d'insertion professionnels, donc ça peut l'être. C'est, souvent pour des sports qui sont plus difficiles comme par exemple le foot, le tennis, le basket. C'est vrai que c'est quand même totalement différent de ce que nous, on peut connaître. Et puis donc, je devais participer à des tables rondes, à des conférences, j'avais certains événements, au cours de l'année où je devais être présente, et puis le reste de l'année, donc je m'entraînais pour être la plus performante possible. Parce qu'après, c'est compliqué aujourd'hui dans le milieu du short track alors j'ai compris que les médias, ben, nécessairement, des médias viennent, très fréquemment des rémunérations pour les athlètes, mais d'avoir des sponsors, qui te suivent et autres, c'est compliqué dans ce milieu-là? Ça peut l'être, clairement, puisqu'aujourd'hui, on le voit avec, les réseaux sociaux aussi. Maintenant, il suffit clairement pas d'être, le ou la plus forte. Il peut également être, suivi sur les réseaux. Il faut pouvoir, être, mise en avant par les médias et c'est clairement pas simple et puis ça prend du temps de chercher, des sponsors, même si, j'ai consacré beaucoup de temps. Malheureusement, moi, j'ai jamais eu de sponsor financier. J'ai eu des aides, par exemple, des subventions, de que ce soit ça peut être les clubs, ça peut être les régions, ça peut être les villes, ça dépend de là où on se situe. Mais sinon, non, c'est très difficile de trouver des sponsors financiers qui peuvent être intéressés par un profil, type. Comment tu t'y prenais? Tu démarchais directement? Tu tentais, le coup de la cagnotte? Tu avais je sais pas, des manières de faire particulières? Non, je suis passée par, plusieurs, canaux possibles. Ça pouvait être, du face à face, ça pouvait être, directement par mail, ça vraiment, j'ai un peu tenté tous les moyens, mais c'est vrai que ça demandait quand même beaucoup de temps, beaucoup de d'énergie aussi puisque souvent on a quand même, des réponses négatives et puis, après avec le recul, heu, bien après ma carrière finalement, je me suis dit que le plus important c'était d'être bien dans sa pratique et d'être entouré de bonnes personnes. Donc, maintenant avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû demander à un agent de s'occuper de tout ça pour moi. Il y a pas longtemps pour ma carrière, pour ma nouvelle carrière de sportive de haut niveau, mais en paracyclisme. Comment tu t'es construite du coup à partir de ce moment-là dans ta pratique, mais aussi dans tes performances? Puisque tu as été, 2 fois olympienne, et autres. Comment ça s'est mis en place tout ça du coup? Déjà avec, la structuration, de d'une vraie planification, donc, on était bien épaulés. On avait un staff autour de nous, même si pour eux, ça reste un microcosme quand même, on est assez loin de tout. Nous, on était protégés de beaucoup de choses, même si c'était un peu compliqué pour les trajets, on était protégés de pas mal de choses et puis on avait un bel environnement pour progresser. Donc, c'est ça, dans un premier temps, passer, vraiment le cap à devenir sportif de haut niveau. Donc, on apprend énormément de choses dans les premières années et puis ensuite on apprend aussi à se connaître et ça, c'est vraiment, une étape assez importante de savoir ce qui est bon pour soi, ce qui ne l'est pas, de savoir s'entourer des bonnes personnes et c'est pareil, je le disais, précédemment, mais c'était important aussi pour moi d'avoir un double cursus donc, enfin, d'avoir et le sport mais d'avoir aussi quelque chose à côté et ça m'a aidé à avoir un certain équilibre. Tu sentais à ce moment-là que tu avais un petit plus, on va dire psychologique, soit dans le souhait de performer, soit dans, le souhait d'avancer, plus que d'autres, de se relever, je sais pas? À partir du moment où j'ai intégré Font-Romeu, je savais que ça devenait vraiment un objectif, un rêve de participer aux Jeux olympiques et forcément, à partir de ce moment, tout se construit petit à petit autour de cet objectif donc des petits objectifs, quotidiens, puis moyen, long terme et oui, j'avais vraiment un souhait de réussir et comme le dirait ma sœur, je lâche absolument rien tant que je n'obtiens pas ce que je veux donc je pense que j'étais un peu dans cet état d'esprit, clairement. Et tu l'as découvert,
Quand tu étais à Font-Romeu ou déjà gamine, quand tu discutes, avec, tes proches, on te dit: «Bah, tu étais déjà comme ça, tu lâchais rien, tu avais 3 ans, tu lâchais rien, c'était, t ça n'a rien changé, en fait». Non, non, depuis toujours, en effet, on le voit sur les photos, de famille, sur les vidéos, déjà au plus jeune âge et puis, ensuite on en a beaucoup parlé aussi, avec mes proches, notamment avec ma sœur puisqu'on a le même âge, on a grandi ensemble, pour elle, parfois, c'était invivable, de ne jamais rien lâcher comme ça, mais donc oui, depuis toujours. C'est-à-dire dans les jeux, dans la vie, de tous les jours, c'est ça? En tant que frère et en tant que sœur, ça se chamaille, il y en a toujours une qui Exactement. ressort gagnante et c'est toi? OK. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc ensuite, tu as participé à 2 olympiades, du coup et vient c'est en octobre 2022, si je me trompe pas, où au cours d'une compétition, tu as un accident. Chute, est-ce que tu peux nous raconter ce moment? Oui, c'était, l'année des jeux olympiques, donc juste, après les jeux, 6-7 mois après, on repartait sur la saison, 2022-2023. Malheureusement, une de mes adversaires a chuté, elle m'a emportée dans sa chute et je suis mal tombée. Ça veut dire je me suis mal réceptionnée. Ma tête a heurté violemment mes genoux et je me suis fait une fracture déplacée de la cervicale 5 avec une atteinte au niveau de la moelle épinière et donc j'ai tout de suite été paralysée jusqu'au cou, une j'étais tétraplégique, complète. À la suite de ça, on m'a opérée en urgence, donc c'était aux Pays-Bas et je suis restée, 1 mois aux Pays-Bas avant d'être, rapatriée en France et puis en France, j'ai continué ma rééducation, dans l'espoir, de pouvoir, reprendre le short track à haut niveau puisque c'est ça qui m'a vraiment aidée, la passion du sport, le déni aussi de se dire, «Oh non, c'est pas si grave». Je savais que c'était grave, mais je sais pas, dans ma tête, j'étais un peu dans le déni et puis je me suis dit: «Ça va bien aller, je vais retrouver, ma passion, la compétition, et je pourrai, participer aux prochains jeux olympiques, à Milan en 2026». Donc ça m'a beaucoup aidée. Je me suis vraiment battue pendant plusieurs mois parce que ça a été très rapide quand même. Les médecins et le corps médical d'une manière générale, n'en revenaient pas et n'en revient toujours pas aujourd'hui d'ailleurs et malheureusement on m'a pas autorisée, à reprendre, le sport à haut niveau, en tout cas en short track, puisque ma moelle épinière est touchée encore aujourd'hui. J'ai un kyste, qui est logé en plein milieu et j'ai beaucoup de séquelles suite à cet accident, comme, de la spasticité, des raideurs, des tremblements, des spasmes. J'ai, des douleurs neuropathiques tous les jours et donc pour eux, c'était impensable, que je puisse reprendre. Et au moment de l'accident, tu le perçois de suite, c'est ça? Tu sens que de toute façon, il s'est passé quelque chose et que tu peux plus, tu es prisonnière de ton corps. Alors déjà, au moment de la chute, lorsque j'étais en train de glisser, avant d'arriver dans les protections, je savais que j'allais me faire mal. Ça me l'avait jamais fait auparavant, ce pressentiment et donc je le savais, je le ressentais et puis après au moment de l'impact, c'est juste, j'ai dans un premier temps, j'ai pas eu de douleur puisque je ressentais plus rien. C'est indescriptible. Je pourrais même pas mettre les mots justes pour, décrire cette sensation. On ressent juste plus rien. On essaie de bouger, on essaie de se relever, puis rien ne répond. Donc vraiment paralysé, juste les yeux, et les et puis qui pouvait bouger et c'est tout. Ouais, tout de suite. Et tu restes un moment au sol, c'est ça? Je suis restée quand même assez longtemps au sol. J'ai dû rester, je me rends même plus compte, peut-être une demi-heure. J'avais, mon entraîneur qui monte sur la glace, les secours, sont vite arrivés, mais je savais pas justement si on devait me déplacer, en ambulance ou en hélicoptère. Le temps était long, vraiment, moi j'avais juste l'impression d'être dans un cauchemar, donc je voulais juste que ça passe le plus vite possible et on se bat un peu contre soi-même à se dire, «Tout va bien aller», alors que non. Tu es restée consciente tout le long? Oui, j'ai jamais perdu connaissance. Comment ils te l'apprennent ensuite que ça va être, l'issue va être délicate?
ils avaient pas besoin de me l'apprendre dans un premier temps. La première pensée que j'ai eue quand, ça a tapé et quand j'ai plus du tout senti mes jambes, mes bras, je me suis dit: «Ah non, c'est horrible, ma passion va me conduire à être en fauteuil roulant pour le reste de ma vie». Ensuite, ils m'ont appris lorsque j'étais à l'hôpital. Je suis arrivée donc à l'hôpital, sur brancard donc et ils m'ont passé, une IRM pour s'assurer de savoir, ce que j'avais. Clairement, hein, le diagnostic était quand même brutal au moment où on me l'a vraiment appris, même si je le savais déjà. Ah, je m'attendais pas, par contre, à ce qu'on me dise, «Tu ne remarcheras jamais». Ça, je m'y attendais pas. Je En fait, je sais même pas à quoi je m'attendais. Avec le recul, je sais pas. Je sais juste que c'était très grave, mais dans ma tête, j'arrêtais pas de me répéter que tout irait bien et que j'allais retrouver mes jambes, mon sport, la compétition. Ils te le disent comme ça, ils te disent: «Tu ne remarcheras jamais». Ils me l'ont pas tout à fait dit comme ça. On est arrivé au bloc opératoire et au moment, où j'ai rencontré mon chirurgien, il s'est présenté. Ensuite, il m'a expliqué, ce que j'avais. Il m'a demandé si j'avais des questions. Je lui ai juste demandé, combien de temps allait durer l'opération parce que ça me rassurait de savoir qu'il n'allait pas, bâcler le travail. Il m'a répondu, «Le temps qu'il faudra». Donc ça m'a vraiment rassurée pour le coup. Et ensuite, juste avant de m'endormir, donc juste avant, que l'anesthésiste, pose son masque sur mon visage, il m'a regardé dans les yeux, mon chirurgien, et il m'a dit, «Par contre, tu remarcheras probablement plus jamais». Et je me souviens, avoir hurlé. De toute façon, je pourrais jamais, sortir, ce moment de ma tête. J'ai juste hurlé, dans le bloc opératoire, à à plein poumon et l'anesthésiste est arrivé, il m'a posé le masque sur le visage alors que j'étais en train de hurler. C'était terrible. Et comment tu t'es dit: «C'est possible», en fait? Parce que là, tu me dis: «Il m'a dit, que j'allais probablement, jamais remarcher». C'est-à-dire qu'il y a une différence entre probablement, ça laisse un même un infime espoir, mais ça le laisse, en fait, tu vois? Et le «tu ne remarcheras jamais» qui est affirmatif. Est-ce qu'il y a cette, mince hypothèse qui t'a fait dire: «Ouais, je vais la saisir, je vais y aller», ou ça aurait été du sûr et certain à 100, tu aurais pas eu la même démarche intellectuelle? Non, 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 mais même, de toute façon, j'étais paralysée, donc je savais que c'était très compliqué et puis, j'avais quand même déjà par le passé, suivi des histoires, plus ou moins similaires, d'accidents de voiture, en tout cas, je connaissais, par exemple, la différence entre tétraplégique, paraplégique. Je savais beaucoup de choses déjà, en lien sur, la moelle épinière, la colonne vertébrale. Je sais pas pourquoi, mais même s'il m'avait dit: «Tu remarcheras jamais», même si ça changeait rien. J'étais vraiment, tellement déterminée à me dire, «C'est impensable, je vais remarcher, je vais recourir et je vais repatiner», que que pour moi, c'était juste pas possible autrement. Et parfois, après l'opération, le chirurgien venait et il m'annonçait d'autres mauvaises nouvelles, par exemple, «Tu pourras plus jamais, faire pipi par toi-même». Mais dans ma tête, moi, je me disais: «Bah, non». Et donc ça me faisait après maintenant, ça me fait un peu sourire, mais souvent il venait, il me disait quelque chose, je lui disais: «Oui, oui» avec ma tête et dans ma tête, je disais: «Bah, non». Et ça m'a aidée parce que je pense vraiment que j'étais dans ce déni, profond, me dire, «Rien n'est impossible, je vais vraiment y arriver». C'était même pas «rien n'est impossible», c'était, «Je vais y arriver». Je sais pas comment l'expliquer, mais je crois vraiment que la compétition, c'était impensable pour moi de me dire: «Je vais jamais pouvoir être de nouveau sur une ligne de départ». J'avais d'autres coupes du monde 2 semaines après mon accident et je partais à l'hôpital, donc sur ce brancard pour me faire opérer, de la colonne vertébrale et je disais à mes entraîneurs: «Vous croyez que je serai prête pour dans 2 semaines?» C'est c'était un déni, terrible et je pense que c'est ça qui m'a aidée. Et est-ce qu'il y a un moment, un acte, un geste ou quelque chose qui te fait dire que tu vas te battre coûte que coûte? Heu, oui, toujours la même chose, hein. Le sport et puis, la la famille. À Au moment où j'ai eu mon accident, ma sœur et ma mère sont venues à l'hôpital avec Charlie. Donc Charlie, c'est ma filleule, c'est la fille de ma sœur et elle avait 1 an et demi à l'époque
et je me suis dit: «Ben non, j'ai envie de pouvoir courir à ses côtés, j'ai envie de pouvoir jouer». Sachant que j'avais pas seulement mes jambes à retrouver, j'avais aussi toute mon autonomie, le haut de mon corps. Je devais retrouver aussi la mobilité vis-à-vis de mes mains, vis-à-vis de mes bras, donc j'avais tout à retrouver. Et elle, elle avait de l'avance sur moi. Elle portait plus de couches, moi j'avais encore, mes couches à ce moment-là. Elle pouvait marcher, moi je marchais plus. Donc ça aussi, ça m'a aidée, de me dire, de pouvoir être présente pour elle. Et on dit que le short track est un sport, des plus ingrats. Tu sais, moi quand j'écoute un peu et quand je vois aux JO, c'est vrai que je suis estomaqué. Je me dis: «Mais des gens, finalement, s'entraînent durant des années». Il y a d'autres sports dans le même cas, hein, mais tu t'entraînes durant des années, puis tu peux chuter à cause d'un adversaire. Tu peux en une fraction de seconde, tu perds des années d'entraînement. C'est quand même, je trouve que c'est quand même incroyable. Et est-ce que finalement cette manière de fonctionner dans ce sport-là, est-ce que ça t'a forgé sans le savoir un caractère, un mental d'acier, de te dire la moindre petite chose qui pourrait se mettre à travers de la route, finalement ça n'entravera rien, j'irai au bout. C'est pas, mais en tout cas, c'est sûr que ça a un impact dans ma vie. Le fait de se dire, que c'est pas linéaire, que tout peut arriver et ça oui, ça nous forge aussi, mais le sport de haut niveau d'une manière générale, pas que le short track et je pense sincèrement que la rigueur que demande le sport de haut niveau, la rigueur, la discipline, toutes les valeurs qui sont liées avec le sport, ça forge vraiment quelqu'un pour la vie et moi, je sais que le sport m'a beaucoup aidée à évoluer, tant sur le plan, de la sportive bien sûr, mais aussi en tant que femme. Tu penses que tu aurais eu un pépin de ce type, sans être sportif de haut niveau? Il te serait arrivé une mésaventure similaire d'un point de vue, médical. Tu penses que tu aurais pas eu la même, faculté à remonter la pente? Je sais pas du tout. En tout cas, je pense, que ça aurait été différent. Ça aurait été différent dans le sens où, c'est terrible, mais la première pensée que j'ai eue lorsqu'on m'a annoncé que je pouvais plus, reprendre le short track à haut niveau, je me suis dit, «Waouh, j'ai tout fait ça pour rien» et c'est horrible. Maintenant je le reconnais, hein, puis même, quelques jours, non, plus quelques mois, quelques semaines après, je me suis dit: «C'était terrible de penser comme ça», mais ça a été dur, mais en même temps, je me suis dit: «Mais c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui, que j'ai retrouvé mon autonomie, que j'ai retrouvé la marche» et sans ça, sans cette passion, je sais pas, ce qu'il en serait. Parce que, je l'ai dit déjà 1000 fois, mais c'était vraiment cette envie de pouvoir, être de nouveau, sur la glace, en compétition, de pouvoir de nouveau, participer aux Jeux olympiques. C'était viscéral. Je pourrais même pas, l'expliquer tellement cette passion est forte et tellement j'aime ce sport et j'ai aimé toutes les années, tout ce que ça a pu me procurer et je pense que c'est les sportifs aussi de haut niveau de manière générale, mais on est clairement addict à ça et c'est très dur et c'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est très difficile pour les sportifs de haut niveau de mettre un terme à leur carrière. Après, il y a un gros vide et moi j'ai toujours dit qu'il fallait énormément de courage pour arrêter parce que c'est dur. Oui, c'est vrai, hein. Et comment tu t'y prends pour remonter la pente? J'ai compris qu'il y avait de la visualisation, mentale, il y a qu'est-ce que tu as mis en place pour t'en sortir? Hem, 6 mois après avoir quitté le centre de rééducation et puis, 2 mois ou 1 mois après qu'on m'ait dit que je pouvais plus reprendre, je suis partie avec Tristan, donc mon conjoint. On est parti traverser les Pyrénées à vélo et j'avais besoin vraiment de me fixer des objectifs. Finalement, comme dans ma planification d'entraînement, pouvoir me relever et ça m'a beaucoup aidée et je le fais encore aujourd'hui. C'est comme ça que j'avance. Mes objectifs à court, moyen, long terme, même des petites choses, qui semblent, pas très importantes, je trouve que c'est très important. J'ai tendance aussi à faire, beaucoup de listes et ça me permet, vraiment d'avancer et donc j'ai traversé les Pyrénées. L'année d'après, j'ai traversé les Alpes, toujours avec, Tristan et d'autres copains et puis, oui, le sport, ça m'a aidé à avancer. En parallèle, j'ai eu le soutien de ma famille qui a été très importante. J'ai aussi, je l'avais pas dit, au tout début, mais je faisais, beaucoup de yoga. Ça m'a beaucoup aussi aidé yoga, méditation, à accepter finalement cette nouvelle et puis,
l'année dernière, donc on est rentrés il y a pas longtemps. On est parti, traverser la cordillère des Andes, avec Tristan. Donc un voyage à vélo, beaucoup plus long que ce qu'on connaissait par le passé. Ça aussi, c'est tout un processus, qui nous a fait beaucoup de bien, à lui comme à moi. C'est aussi un esprit un peu méditatif, hein, de rouler pendant des heures, on accepte, on avance et puis en parallèle, j'ai aussi, commencé, une nouvelle carrière dans le haut niveau, donc dans le paracyclisme, puisque je pouvais pas, prétendre à faire un sport valide. Je me suis tournée vers le handi et ça me plaît énormément. J'ai d'ailleurs l'année dernière, il y a 2 ans, non l'année dernière, participé à la première re coupe du monde de paracyclisme et là je vise, les Jeux para de 2028. Heu, c'est ça, la méditation, la famille et le sport. On parle souvent de reconstruction d'ailleurs, et est-ce qu'on se reconstruit à l'identique? Est-ce que tu as l'impression d'être maintenant une seconde personne, différente de celle que tu étais, avant l'accident? Je pense pas être différente, je pense vraiment être la même personne, mais peut-être plus fragile, sur certaines choses et plus forte sur d'autres. Donc forcément, ça m'a changé un peu. Après, malheureusement, en tout cas pour moi, c'est mon point de vue, mais avec un accident tardif, on se compare, sans cesse à avant, à ce qu'on était capable de faire et ça, c'est encore difficile à accepter. Donc je pense que le chemin est long, mais ça se fait petit à petit et voilà, il faut juste, être, patient. En tout cas, ta reconstruction, tout ce qui est arrivé, tout ce qui est arrivé derrière suite à l'accident a été extrêmement, médiatisé. Comment tu l'as même, d'ailleurs, que ce soit dans les médias classiques, on va dire les chaînes de télévision classiques, les radios, ou autres, puis même toi sur les réseaux sociaux, tu as été assez transparente sur le sujet dans ton partage, et autres. Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était un souhait de ta part? Est-ce que ça a été subi? Est-ce que tu en as profité? Est-ce que ça a été à ta décharge, en fait, ces moments-là? Hem, Au moment de l'accident, j'ai reçu énormément de messages, de soutien du monde du sport de manière générale, national et international au sein de ma discipline, donc du short track. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages et j'étais donc avec Tristan et ma sœur Manon et je leur ai dit, «On ne pourra jamais répondre à tout le monde», sachant que c'est eux qui gèrent étant donné que j'avais plus, de mains, de bras pour faire ça. Je leur ai dit: «Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va enregistrer une vidéo et je la posterai sur mes réseaux pour remercier tout le monde. Ça fera, une pierre mille coups» et heu et pareil, avec, le recul, je me suis dit: «Mais» j'étais tellement convaincue que j'allais retrouver, un peu ma vie d'avant, que j'ai posté cette vidéo, mais convaincue. Je me suis dit après: «Mais et si ça avait pas été le cas?» Mais finalement, ça change rien, mais je m'étais pas posé de questions sur le moment. Donc j'avais très confiance, en la suite et donc on a réalisé une vidéo, j'ai posté, sur le réseau, ça a été beaucoup partagé. Les médias, en effet, se sont vraiment intéressés, à cette histoire et dans un premier temps, ça a été un peu délicat pour moi. Je savais pas vraiment, puisqu'on n'avait jamais entendu autant parler de short track. Même lorsqu'on avait été, vice-championne du monde et championne d'Europe avec les filles en 2021, on n'avait jamais entendu, autant parler de ce sport. Donc ça a été un peu délicat, j'ai pas subi, j'en ai pas profité non plus. Après, je me suis dit que ça allait aider aussi quand même beaucoup de personnes, le fait que ce soit médiatisé. J'ai eu beaucoup de contacts, donc j'ai pu faire des choses aussi suite à ça et ça a été quand même bénéfique, de pouvoir aider, de pouvoir être dans des associations. Il y a eu des plus, je sais pas s'il y a eu des moins. En tout cas, pour les moins, si j'avais pas envie de faire quelque chose, je le faisais tout simplement pas et après, j'ai reçu tellement de soutien et de bienveillance que je me suis dit, «Bon, bah, peut-être que en effet, c'était quelque chose de bien qu'on parle de cette histoire» et puis on a aussi entendu parler suite, au livre que j'ai écrit, l'année dernière. Donc j'ai les personnes me connaissaient déjà et quand, ils ont su que j'avais écrit un livre, ils ont pu s'intéresser à l'histoire et je me dis que si ça peut aider, certaines personnes, je trouve que c'est le plus important. Cette vidéo, quand tu en parles, c'était combien de temps après l'accident? Ouh là, c'était vraiment pas longtemps après, ça a dû être,
quelques jours, entre 3 et 5 jours, il me semble. Combien de temps après l'accident, tu sens de nouveau tes membres que tu pourrais éventuellement être en capacité de te réactiver? C'est ça, dont je parlais tout à l'heure où les médecins ne comprennent pas. C'est que j'ai pu me mettre debout avec un déambulateur, au bout de 10 jours. Alors j'ai fait quelques pas, mais je ressentais pas mes jambes. C'est assez, étonnant et après par contre, j'ai mis beaucoup plus de temps pour vraiment marcher. J'ai eu, une grande phase de progression pour ensuite, stagner, redescendre un peu, puis reprogresser. Ce qui a mis plus de temps, ça a été pour, la mobilité au niveau de mes doigts, de mes mains, de toute la dextérité fine, ça a Ouais, été plus ouais, long. voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Quel est le petit mouvement ou la petite victoire, en fait, qui te rappelle, et qui te donne les mêmes émotions et les mêmes sensations que tout ce que tu avais, que ce que tu avais connu sur une piste de glace? Il me procure les mêmes émotions que sur la glace. Ça va être triste, mais aucune. Il y a beaucoup de choses qui peuvent me faire penser à la discipline, mais vraiment qui me reprocurent les mêmes, sensations. Pour le moment, aucune. C'est différent, c'est différent. Après, bien sûr, il y a le stress avant la course, où on va être un peu stressé, avant, avant une course donc de vélo, il va y avoir certaines choses comme ça, une odeur, quand tu vas rentrer dans une patinoire. Des sensations, parfois un peu indescriptibles, mais par contre une émotion ou une sensation vraiment très forte, tellement, tellement fou. Après j'ai pu patiner, sur un lac gelé, à 2 reprises cette année et l'année dernière avec ma sœur et la glisse ça s'oublie pas donc ça ça procure quelque chose de d'assez fou, mais en lien avec la compétition pour le short track, on n'en est pas encore à ce stade. Tu me dis on n'en est pas encore à ce stade. C'est quelque chose Je dans me dis l'absolu que peut-être tu aimerais retrouver? j'aimerais, ouais, j'aimerais et puis si c'est différent, c'est bien aussi, c'est pas grave. Donc durant cette reconstruction, tu prépares donc assez rapidement, en définitive, après ton accident, ton retour, dans le monde du sport, puisque tu prépares les jeux olympiques j'arrive plus à trouver le mot, le marathon pour tous. Tu t'es entraîné pour? Comment cette idée a germé en toi, si proche, en définitive, de ton accident? Ah, il se trouve que lorsque j'étais à l'hôpital, encore aux Pays-Bas, j'ai reçu une vidéo de Tony Estanguet qui me disait qu'il venait d'apprendre, mon accident, qu'il était de tout cœur avec moi. Il m'a dit, vraiment de belles choses dans cette vidéo et il m'a également dit donc «J'ai appris que tu aimais les défis et je te donne le défi de te relever et de venir, courir le marathon pour tous des Jeux olympiques de Paris 2024» et donc ils m'ont gardé un dossard. J'ai même été, marraine, avec un sas de départ. Ça a été, vraiment émouvant et pareil, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Donc je me suis préparée pour ce marathon, enfin préparée. Comment tu te C'est prépares d'ailleurs, ouais? Que ce soit, physiquement ou psychologiquement, c'est incroyable. où je partais de tellement loin, il fallait juste déjà que j'arrive à remarcher sur une longue distance et après à trottiner. Je faisais quand même plus de vélo étant donné que c'est un sport porté que de la course à pied et puis, je me suis pas vraiment préparée. Mes amis, notamment, mes amis de la course à pied, me se moqueraient, si je disais que je m'étais préparée, mais non, je me suis pas du tout préparée pour ça. Pas assez en tout cas. J'ai fait tant bien que mal, une fausse préparation. J'étais surtout suivie sur, le plan médical, donc avec les médecins, avec les kinés. J'avais un releveur au niveau de ma cheville, pour la préparation. J'avais beaucoup de séances de kiné et puis donc j'ai couru, sans trop de distance, sans trop de rythme, il fallait juste courir dans un premier temps et puis après j'ai eu des problèmes, au niveau de mes 2 mollets avant le marathon, donc on a dû me faire des injections de Botox, mais ça a mal réagi, donc ça me faisait plus mal qu'avant et j'y suis quand même allée. J'y suis quand même allée et ça a été long, douloureux, encore très long, encore très, très long et encore très long, mais je suis fini par, passer la ligne d'arrivée et j'étais très fière d'avoir pu partager ce moment avec eux.
2 amis, qui me sont très chers, donc Bruno et Vincent, et c'était, un moment inoubliable, même si c'était, encore une fois très long et très dur. Tu t'es entraîné où? Tu t'es entraîné à Font-Romeu? D'accord, ce qui est pas la zone, la plus La plus plate pour plate, non. préparer, ouais, à part faire de la Non, non. piste ou aller sur la piste de biathlon à roulettes là, c'est compliqué, ouais. Et durant cette période-là, tu connais, tu rencontres, un drame en tout cas, qui finalement, est peut-être encore plus profond que ton accident, puisque au cours de cette, prépa, tu perds ton frère. Comment tu vis ce nouveau drame qui vient te percuter, de plein fouet? Ça a été, le pire que enfin, ça a été pire que tout, puisque 1 an après mon accident de short track, j'ai déclenché un pneumothorax spontané en plein milieu de la nuit, et les médecins craignaient un arrêt cardiaque, donc ils ont dû m'héliporter. J'ai dû être opérée en urgence. J'avais, fait de nouveau un séjour à l'hôpital. Ça avait été très compliqué. Je me réveillais en sueur la nuit en pensant que j'étais de nouveau paralysée, alors que j'étais à l'hôpital pour une toute autre raison, mais ça me rappelait tellement de choses, affreuses que j'en avais été traumatisée. Donc ça a été très dur. J'ai eu d'autres problèmes de santé, qui ont suivi, les 2 années après mon accident. Puis, et puis vient ce 9 mars, 2024, sachant que maintenant je porte, une importance, aux dates. J'ai eu mon accident donc, de short track le 9 octobre 2022. J'ai déclenché ce pneumothorax le 9 décembre 2023, et j'ai perdu mon grand-père le 9 mars 2024. Donc ça a été très dur, ça a été, pire que tout. Maintenant, ça me permet de relativiser sur beaucoup de choses. Si c'était à refaire, je préférais avoir 1000 accidents plutôt que de vivre cette journée-là. Mais ça a été dur, et encore et toujours, hein. C'est le sport qui m'a aidé à avancer. Sans ça, je pense sincèrement que j'aurais sombré. Aujourd'hui encore, je sens que c'est là. Je pense sincèrement que je m'en remettrai jamais, qu'on se remet pas d'un tel drame. Oui, ça a été très dur, c'était très brutal. On a été, on a été plus que meurtris. Et qu'est-ce que tu te dis, heu, à chaque reprise quand, on a l'impression que l'espoir que tu peux avoir dans la vie semble s'éloigner? Comment tu parviens à reprendre le dessus chaque fois? Comment tu gardes cette lumière? À chaque fois, je me suis dit: «Bon, bah, c'est difficile, mais la vie est belle, elle mérite d'être vécue», et là, au moment où j'ai appris le décès de mon frère, j'avais plus envie. J'avais plus envie de rien. J'étais beaucoup trop triste, j'étais beaucoup trop, en colère. Je me suis dit: «À quoi bon?» Je suis quelqu'un d'une trentaine d'années, j'ai déjà vécu, 1000 drames dans ma vie, ça ne s'arrête jamais. J'avais l'impression d'être un peu aussi maudite. C'est super difficile, et là, vraiment, même le sport ne me faisait rien dans un premier temps. J'avais plus envie, et c'était trop dur, et là, c'est Tristan, qui m'a aidée. Il m'a dit: «Il faut que tu il va falloir avancer, il va falloir se battre», et c'est grâce au soutien de la famille et de Tristan, là, en l'occurrence, parce que j'étais méconnaissable. Il m'a dit: «Mais, enfin, je suis en train de te perdre», et là, pour le coup, je savais aussi que si je réagissais pas, j'allais le perdre lui, et lui qui a été là dans des moments tellement décisifs, qui a toujours été présent, qui a toujours été, fort, parce qu'il faut être fort, hein, pour accepter, de venir dans un hôpital où on a dit, à quelqu'un, où on lui dit, «Bon, bah, votre copine ne remarchera probablement jamais. Ça fait, pas longtemps qu'on était ensemble», et lui il s'est dit quoi? Il s'est dit: «Bon, bah, OK, je vais prendre un lit à côté d'elle et je vais rester». Donc il faut être fort, clairement. Et c'est aussi pour lui, clairement, que je me suis, battue. Puis après, encore et toujours les objectifs, hein. Les objectifs de se dire: «Bon, ben, on va avancer et on va se battre». Comment il te, j'allais dire il te percute, mais c'est un peu ça en fait. Comment, Tristan, il te fait reprendre conscience qu'à un moment donné, il faut que tu arrives à reprendre le dessus? Qu'est-ce qu'il met en place lui? On était, je me souviens de notre phrase,
Tu m'as dit, on était partis donc en Indonésie, après le décès de mon grand frère, on est partis en Indonésie où, ce soit sur, cette planète, de toute façon, tout allait mal et on était en train de parler et moi ça allait pas. Il me dit: «Mais tu te rends pas compte, tu la fille la plus triste de cette île. On est dans un endroit, justement ça pourrait t'aider, ça peut te faire du bien». Il me dit: «Mais la vie t'a marqué». Il m'a dit: «La vie t'a marqué». Ça m'a fait mal, ça m'a blessée. C'était pas, c'était sincère. Malheureusement, c'était sincère et ça m'a fait un peu un déclic et après il m'a dit: «Tu te rends pas compte, tu es en train de te laisser aller, il va falloir vraiment que tu te secoues, il va falloir te battre, parce qu'après tout ce que tu as réussi à déjà à surmonter, bon ça fait une épreuve de plus, c'est la plus difficile de toutes, mais il va falloir se battre» et il m'a fait comprendre aussi que je pouvais le perdre. C'était pas du tout du chantage, c'était juste bienveillant et il savait aussi comment s'adresser à moi, comment parler et je pense que c'est un peu, un électrochoc. C'était si un peu un uppercut, hein, clairement, il m'a il m'a fait violence en tout cas et ça m'a aidée et puis après, c'est aussi quelqu'un qui qui connaît un peu ça en tout cas, enfin, il a quelques problèmes de santé donc il sait et puis même, sans ça, il était là dans toutes les épreuves donc il savait comment s'adresser à moi et le sport, c'est aussi un sportif donc il savait que c'était un levier donc c'est pour ça aussi j'ai fait le marathon pour tous donc après on s'est donné, comme objectif de traverser les Alpes à vélo, puis ensuite de partir en voyage pendant plus de 5 mois, à travers l'Amérique du Sud pour traverser la cordillère des Andes à vélo, donc beaucoup de choses, et beaucoup de projets à 2. Aujourd'hui, tu inspires des milliers de personnes de par ta résilience. Je pense que tu es véritablement un modèle de résilience et est-ce que, en définitive, c'est quelque chose qui te donne une force ou est-ce que parfois le fardeau, il est un peu dur à porter d'un point de vue, public? Je dirais que ça dépend du contexte. Hem, Pendant longtemps, j'ai culpabilisé de retourner dans le centre de rééducation où j'ai été parce que je m'estimais, chanceuse d'avoir pu retrouver, mon autonomie alors que d'autres personnes que j'ai côtoyées, étaient encore en fauteuil. Le message que je veux faire passer, c'est pas, si tu y crois très fort, tout ira bien et tu vas retrouver tes jambes et tout ira bien. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça parce que moi, j'ai rencontré des personnes qui se battaient, corps et âme, pour, pouvoir retrouver leur vie, retrouver leur autonomie, leur marche, et malheureusement, ça n'a pas été le cas. En fait, je pense sincèrement qu'on est tous différents et qu'on peut s'inspirer les uns les autres sans, prendre pour acquis, je sais pas, un discours ou des mots et je pense que ça dépend vraiment du contexte. Parfois, parfois je me dis que rien qu'un mot ou rien qu'un message, ça peut vraiment aider une personne et donc je suis heureuse de pouvoir le faire et je suis sincèrement, appliquée, là-dedans et parfois, de la culpabilité de me dire, «J'aimerais faire plus». Et si tu pouvais murmurer un conseil à la Tiffany d'avant l'accident, tu lui dirais quoi? Si tu revenais, tu lui susurrais quelque chose à l'oreille? Que tout ne va pas se dérouler comme je l'ai imaginé, mais que malgré tout, la vie est belle et faut se battre pour. Je sais que ça paraît quand même assez bateau de toujours dire que la vie est belle, mais c'est vrai et puis ça passe tellement vite. J'ai eu un covoiturage il y a pas longtemps avec une personne et cette personne, elle était à la retraite et elle me disait, «Ah ben, nous, toute notre vie avec mon mari, on a voulu, voyager, dans dans ce pays, et du coup, elle m'en parlait énormément et je lui dis: «Alors, vous y êtes allés?» Elle a dit: «Non, malheureusement, mon mari est décédé, l'année dernière et on n'est jamais allés». En fait, je trouve ça difficile et je trouvais ça très triste de toujours remettre à plus tard quelque chose, qu'on pourrait, pas faire maintenant, mais en tout cas organiser, parce qu'on a vraiment envie de le faire et parfois on prend, des choses pour acquises pour le coup, par exemple, la santé, le fait que tout ira bien, pour toujours et qu'on a du temps
j'ai pas du tout envie d'être pessimiste, hein, dans mon discours là, mais parfois parfois tout peut basculer en une fraction de Ouais, seconde bien sûr. et on se rend pas compte de la chance qu'on a d'être, là, d'être en bonne santé, de pouvoir réaliser des choses et je trouve que c'est important d'en prendre conscience. Parfois, on a des petits tracas du quotidien qui nous prennent vraiment la tête et même moi encore maintenant, hein, clairement, hein, que le naturel revient au galop clairement et je me dis, il y a quelques années, elle était bloquée dans un lit d'hôpital à pas pouvoir bouger, un doigt et maintenant, je suis en bonne santé, plus ou moins et je peux quand même, faire du sport, réaliser, mes rêves et je trouve que c'est important. En tout cas, si toi tu dis que la vie est belle, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peut aussi se rendre compte que sa propre vie, est belle en n'ayant pas subi, tout ce que toi tu as pu, tout ce que toi tu as pu subir. Et dernièrement d'ailleurs, tu as eu la chance d'être, sur France Télé en tant que en tant que consultante, donc pour les Jeux olympiques, pour le short track. Comment ça s'est passé ce rôle que tu as pris à cœur avec sérieux? Comment tu as vécu cette, nouvelle expérience et cette, nouvelle corde à ton arc? C'est merveilleux, clairement. Ça fait donc, 4 ans que j'étais pas retournée voir du short track. J'espérais pouvoir vivre ces jeux olympiques, en tant qu'athlète. Là, j'étais en tant que consultante, mais c'était beau, c'était, vraiment un bon moment et j'étais stressée alors. J'étais vraiment très stressée parce que j'avais pas envie de dire n'importe quoi. C'était une première fois dans ce rôle-là, donc c'était quand même assez important pour moi et puis, excitée aussi, excitée de retrouver, les adversaires, les coéquipiers, coéquipières, le staff, ça a ravivé beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs. Mais je sais une chose, c'est que la passion est intacte, clairement. J'ai pris vraiment énormément de plaisir à pouvoir commenter, à regarder ces courses et ça restera toujours ma plus grande passion, un sport merveilleux. Comment tu le vis quand il chute? Alors parce que moi je t'avoue que j'ai regardé, puisque je savais que de toute fa on se voyait en plus, j'ai porté un œil attentif à au short track, durant les JO. Hem et je t'avoue que même sans le vouloir, dès qu'il y a une chute, je c'est instinctif, je pense à toi. Je me dis: «Mais tu vois?» j'ai peur pour ces personnes-là et d'un côté derrière, puisque j'ai souvent tendance à réfléchir sur, ce que pensent les gens, je me disais: «Tiffany qui est en train de commenter, comment elle, elle doit le percevoir en sachant ce qui lui est arrivé sur une chute?» Est-ce que c'est quelque chose qui glisse sur toi et dont tu finalement ne fais fi ou pas du tout? Comment tu le vis toi, ces moments-là? Parce que ça doit être quand même assez dé je trouve, en tout cas moi de mon point de vue, assez déroutant. Eh bien, là, à vrai dire, on a eu beaucoup plus de chutes que d'ordinaire. Donc Ça ça tombe a tout le temps? été, C'est quoi ce sport, Tiffany? Elles sont tout le temps ou ils sont tout le ah temps par terre? ouais, c'était terrible, ça a été compliqué, c'était compliqué puisque d'ordinaire, on chute pas aussi souvent. Là, il y a eu énormément de chutes sur, ces jeux Mmh. olympiques, Et donc c'est c'était lié à quelque compliqué. chose d'ailleurs ou pas? Oui, peut-être à la piste, Ça je peut sais être pas. lié exactement à la qualité de la glace, c'est lié aussi à l'enjeu, forcément. On a les Jeux tous les 4 ans, c'est un sport qui est très peu médiatisé, donc la pression est énorme. Comme on le disait tout à l'heure, on s'entraîne 4 ans pour finalement se retrouver dans Ouais, une course où peut-être un adversaire va nous faire chuter et c'est si on n'est pas dans incroyable, les positions pour nous faire avancer, c'est terminé et donc ça, c'est incroyable. très dur. C'est très, très dur et comme plein d'autres sports d'ailleurs. Là, c'est vrai qu'il y a eu particulièrement, beaucoup de chutes et donc c'est vrai que maintenant, c'est un peu différent. Je sais que la plupart du temps, on se fait pas mal quand on tombe. Moi, j'étais tombée, 3 milliards de fois avant ma chute, je m'étais jamais, fait mal, même pas une entorse. Donc voilà. Mais là, c'est vrai que je pense à une chute en particulier, c'est la chute de la polonaise. Je sais pas du tout si ça te parle. Il y a une polonaise qui a chuté et en fait, elle s'est pris, la lame dans le visage. Oui, ouais, Sauf j'ai vu, ouais. qu'avec l'impact, elle s'est pris un bon coup, elle a eu un KO et là, je la voyais pas bouger et il fallait continuer de commenter et moi, j'en étais incapable parce que je la voyais pas bouger et ça m'a rappelé beaucoup de choses. Je me suis sentie mal, je voulais juste, arrêter de commenter ce moment parce que ça rappelait trop de choses et puis parce que je m'inquiétais énormément pour elle. J'avais qu'une hâte, c'était de la voir bouger, rien que de voir bouger un pied ou une main et je voyais rien. En fait, elle était inconsciente, à ce moment-là. Hem, Elle a pu se faire opérer, aujourd'hui tout va Ouais, j'ai bien, vu, ouais. mais ça a été très dur et c'est vrai que ça peut être un peu délicat, mais je me dis que ça arrive jamais et malheureusement, mon accident, ça m'est arrivé, j'espère que c'était, la première et dernière fois.
Et est-ce que c'est aussi un processus de guérison psychologique de commenter, ta pratique, quelques années après? Ça peut, ça m'a fait quand même beaucoup de bien, même si, je l'avais accepté, hein, la page était tournée depuis tout le temps. À la fin des jeux, il faut quand même que j'avoue quelque chose, c'est que après avoir passé, quasiment 15 jours à commenter, je me suis dit: «Bon, bah, là, il va falloir que je me remette en selle et là, il va falloir qu'on mette, tambour battant, sur les entraînements, sur les compétitions parce que ça me manque beaucoup» et le fait d'avoir regardé, les jeux olympiques, ça m'a donné encore plus envie de retrouver la compétition. Et d'un point de vue physique, c'était pas compliqué, avec les douleurs récurrentes que tu as? J'avais notamment c'est avec la fatigue, ça peut être majoré mes séquelles. Donc parfois on commentait le soir, j'avais, des tremblements, mais j'ai quand même, la plupart de mon handicap qui est un handicap invisible, donc on peut pas voir, mais beaucoup de spasmes, de la fatigue, nerveuse et puis, douleurs neuropathiques, en permanence, donc un peu compliqué, mais j'étais tellement contente d'être sur place, d'être là-bas, de pouvoir, voir, les épreuves que on va dire que ça adoucit les choses. En tout cas, bravo pour tes performances de commentatrice, à un moment donné, Merci. j'ai cru que c'était Claire Chazal qui avait le micro. Merci. Tiffany, c'est quoi les projets futurs? Donc il y a j'ai cru comprendre le paracyclisme qui va prendre une part importante de ton avenir avec, un souhait, du côté des États-Unis, c'est ça? C'est quoi? C'est quand les JO à Los Angeles, c'est 2000, En 2028. Ouais, c'est bientôt, hein. 2028? Ouais, 2 ans, oui, 2 ans et demi, ouais. Comment tu t'y prépares? Est-ce qu'il y a moi, donc je sais pas, au niveau des sélections, au niveau de autres, c'est quoi? Comment ça marche? Les sélections, paralympiques, elles débutent l'année prochaine. En 2027, ça sera sur 2 ans. Mmh. Avant ça, donc, on a, quand même le chemin classique, hein, des coupes du monde, cette année. Même si pour le moment, on ramène pas des quotas pour les jeux para, c'est quand même très important avec, les coupes du monde qui arrivent fin avril, début mai. Donc, de participer. D'ailleurs, de participer à la première re coupe du monde, sous les couleurs de la France. J'ai une sélection en équipe de France et puis ensuite la deuxième représenterait mon club. Ensuite, les championnats d'Europe, peut-être les championnats du monde si je suis qualifiée et cet été, je vais tenter aussi de faire un stage, sur la piste. J'aimerais, pouvoir, essayer la piste, donc je vais essayer peut-être, que je me mettrai à faire de la compétition aussi. On Mais parle sinon, du c'est vélo sur toujours, route. hein, c'est ça, hein? Oui, Sur un oui, c'est ça, vélodrome, exactement. OK. Exactement, ouais. Donc, dans un premier temps, c'est course en ligne, donc peloton, basique et contre la montre sur route et donc peut-être, sur la piste, sur un vélodrome, ouais. Ou, de beaux objectifs, hein. Ouais, dans le but de briller au maximum, à Los Angeles en 2028. On te le souhaite. En tout cas, on va suivre, je vais suivre ça de très, très près. Qu'est-ce que avec un peu de recul maintenant, qu'est-ce que tu retires de ton histoire, de tout ce qui t'est arrivé, de ton parcours, de toutes ces choses-là qui t'ont permis d'en être là où tu es aujourd'hui et d'être quand même une incroyable, voire une battante hors norme? Moi, je me vois pas du tout comme ça, mais mais vis-à-vis de ce qui m'est arrivé, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, malgré tous les drames, auxquels j'ai dû faire face, la vie passe vite, la vie est belle malgré tout. Il faut pas s'ennuyer avec des choses qu'on n'a pas envie de faire, même si je sais que parfois on a très peu le choix et que parfois, on on doit y faire face, mais je pense que le moins possible quand même et il faut se battre pour ses rêves, pour sa passion. Je sais que ça peut paraître être, encore une fois, hein, des phrases bateau, des grandes phrases toutes faites, mais la passion, c'est important de trouver sa voie, de trouver sa passion, que ce soit dans le sport, mais aussi, dans autre chose, que ce soit dans la cuisine, dans la mode, qu'importe, je trouve que c'est important d'avoir une passion, d'avoir, son élément, en tout cas. Je trouve que ça peut faire de grandes différences et puis de se battre pour ses rêves. Et c'est ça que ça m'a appris et puis on en parlait tout à l'heure, mais moi, mon frère, ça m'a permis de relativiser sur beaucoup de choses. Donc, de pas trop prendre les choses au sérieux non plus, parfois, ça fait du bien et
de tout simplement tout mettre en place pour être heureux. C'est fou, mais c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qu'on gardera. Je pourrais pas dire autre chose que ça, finalement. Ne pouvait pas mieux clôturer le podcast que ça. J'aurais dit, j'aurais dit la même chose, Tiffany, en définitive. C'est vrai qu'on a souvent tendance à choisir, la résignation plutôt que l'espoir par facilité. On a plutôt tendance à se confronter à l'avenir ou au passé, sans penser, à l'actualité, à ce qu'on vit au quotidien et je pense qu'il faut qu'on vive maintenant parce que l'avenir, on ne sait pas de quoi il est fait. Il faut qu'on arrête de ressasser le passé parce que c'est pas ça qui nous fait avancer. Il faut juste s'en servir comme moteur et après à partir de là, comme tu dis, il faut une passion, il faut certaines choses qui nous permettent d'avancer. Voilà, bon, en tout cas, moi, ce que je retiens de cet échange, c'est que je sais pas, mais j'ai l'impression, d'être, un peu plus léger et de me dire, l'avenir nous appartient et qu'il faut qu'on y aille à fond, sans réfléchir en définitive et qu'on vive de nos passions et d'ailleurs, tu vois, je le vois à travers, ce podcast-là, tu vois? C'est, j'ai mon métier, j'ai mon activité, j'ai tout, mais non, j'ai envie d'avoir une passion, j'ai envie de faire ce que j'aime, coûte que coûte et donc ben, voilà, mes à côté, ils sont là et ça rejoint ce que tu dis. Et c'est merveilleux, ça fait rencontrer de belles personnes. Exactement, c'est Je sûr. parlais pour toi, hein, je me lançais pas des fleurs. Non, mais tu peux. Bon, est-ce que Tiffany, tu as quelque chose à rajouter pour, qu'on n'aurait pas abordé ou quoi que ce soit? Je tenais juste à te remercier pour ce moment et puis pour ce que tu fais. Je te remercie à toi en tout cas, je pense que tu es, je te l'ai dit, déjà 50 fois, je pense que tu es, inspirante et tu es une véritable force de résilience et j'avais vraiment une grosse envie d'échanger avec toi, c'était extrêmement important pour moi et je suis pas déçu de ce bel échange qu'on a eu. Voilà, donc en tout cas, je te remercie pour tout, Tiffany et pour vous les auditeurs, ben, j'espère que, cet épisode vous aura montré, quand vous aurez l'impression de craquer, quand vous aurez l'impression que, ben, la pente est un peu trop raide, quand, la fatigue prend le dessus, ben, vous repensez à ce regard et à cette volonté de faire qu'a Tiffany et j'ai aucun doute là-dessus, c'est que ça vous servira en tout cas et vous aurez en vous cette capacité d'avancer et de vous relever. Voilà. Merci infiniment Tiffany, de nous avoir rappelé que la vie est une course, de fond qui se gagne, d'abord dans la tête. Merci à toi. Et bien voilà, l'épisode est désormais terminé. J'espère que ces confidences vous auront montré la richesse et la complexité des chemins qui mènent à l'excellence, bien au-delà des victoires. Et on se retrouve très vite avec un nouvel épisode, avec de nouveaux invités. Mais d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre un avis sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Ce sera bien utile pour moi dans le cadre de ce projet, car n'oubliez pas que ce podcast n'est pas une profession, mais qu'il est avant tout une passion.